Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, l'isolation thermique, critères de sélection d'un isolant, donc version longue. Alors d'emblée, je préviens ceux qui ont pour seul objectif d'avoir un matériau qui leur permette de chauffer beaucoup en dépensant peu d'énergie pour se chauffer, cette vidéo ne va pas vous apprendre grand chose. Par contre, tous les autres qui recherchent du confort, de la salubrité, du bien-être, de la durabilité, le respect de l'environnement, etc., c'est précisément pour vous que j'ai tourné cette vidéo. Et donc, on y va. Alors, de quoi vais-je vous parler ? Déjà du paradigme actuel dans lequel on navigue et qu'on nous impose depuis des décennies, qui nous a permis de ne pas évoluer correctement vers les objectifs qu'on nous annonçait. À savoir que dans ce paradigme, on nous dit qu'un ressenti de confort important n'est accessible que si on chauffe. Et que chauffer consomme des ressources et émet des gaz à effet de serre, et que donc pour chauffer et dépenser moins, et pour donc émettre moins de gaz à effet de serre, tout ça c'est vrai, il faut isoler. Alors, pourquoi pas, mais déjà, qu'est-ce qu'on met derrière isolation thermique? Alors, c'est finalement relativement simple pour certains, qui en tout cas, pour cela, disent il faut être conforme aux normes. Alors, bon, ça n'est bien sûr pas suffisant, moi je ne m'en contente pas, et je ne suis d'ailleurs pas le seul. Alors, qu'est-ce qu'un isolant? C'est la première des questions à se poser. C'est un matériau susceptible de limiter les fuites de calories, c'est ce que nous disent les textes. Et cet isolant est qualifié par son lambda. Et donc, pour être classé isolant, son lambda doit être inférieur à 0,06, sachant que plus le lambda est faible, meilleur est l'isolant. Aucun autre critère n'est pris en compte pour caractériser ses capacités à limiter les fuites de calories. Donc, selon les textes, pour résoudre tous les problèmes de thermie, il faut isoler. Et donc, pour ceux qui s'en tiennent là, à qui ça suffit, cette vidéo va être très courte, parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Ce qui, à n'en pas douter, arrangerait probablement quelques fabricants d'isolants, qui n'ont pas grand-chose d'autre à nous proposer qu'un lambda correct, voire excellent. Mais, car il y a un mais, voire des mais. Alors, j'ai fait une fausse manœuvre, pardon, encore une, voilà, papy, tu nous les cumules. Allez, on revient. Selon les textes, donc, il semblerait que isoler suffit à résoudre tous les problèmes, et moi ça ne me suffit pas, et je ne suis pas le seul à penser que ça n'est pas suffisant. Et donc, pourquoi ça ne le serait pas? Eh bien tout simplement parce que ce qui permet de mesurer les capacités isolantes, comme je vous l'ai dit, est limité au seul lambda, et que dire du lambda? Donc qu'il mesure la transmission de la chaleur par conduction, mais qu'elle ne migre pas que par conduction. Les calories migrent également par convection, rayonnement et changement de phase. Alors en ce qui concerne conduction, convection et rayonnement, je vais vous dire une chose que vous allez souvent m'entendre dire dans cette vidéo. Je vous ai mis des liens dans le descriptif qui vous emmènent vers des vidéos que j'ai produites ici il y a déjà quelques temps et qui expliquent ce que sont ces phénomènes. Le changement d'état de l'eau, je ne l'ai pas encore traité, mais je vais le faire parce que, un jour, faut le temps, parce que c'est extrêmement important. Alors, je vous dis, et de plus. Alors, que dire de plus du lambda? Et de plus, le lambda n'est pas stable, ce qui est quand même dommage pour une valeur dont on a fait l'étalon. Et au-delà de 27 degrés centigrades, le lambda se dégrade rapidement, et des fois même dans de grandes proportions. Ça veut donc dire que l'été, on ne peut pas compter sur lui. C'est quand même dommage. Selon la teneur en eau de l'isolant, également, le lambda varie énormément et il se dégrade. L'orientation des fibres également, lorsqu'on est en présence d'un isolant fibreux, a son mot à dire, puisque lorsqu'on mesure perpendiculairement ou non par rapport aux fibres, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Et selon l'état de vétusté, un isolant va se dégrader et isoler moins, son lambda va diminuer. Alors, puisqu'isoler ne permet pas de lutter contre tous les types de fuites de calories, puisqu'isoler s'appuie seulement sur le lambda, puisque le lambda n'est pas fiable, disons-le, ça fait quand même pas mal de puisque, que faudrait-il faire? Il faut effectivement aller plus loin.
Et c'est le cœur du sujet de ce que recherche le béotien. Et le béotien, qu'est-ce qu'il cherche, le béotien? Ben, il cherche tout simplement, lui, quelque chose qui est important pour beaucoup, c'est le confort. C'est même ce qui ressort en tête de différents sondages, bien avant les phénomènes de coût, de valorisation de l'habitat, etc., etc. Non, c'est le confort qui est critère numéro 1 dans quasi tous les sondages. Alors, dans cette vidéo, je vais donc décrire ce qui nuit ou favorise le confort et présenter les qualités requises pour tendre vers un confort le meilleur possible. Et voyons déjà de quoi il dépend. Il dépend de l'humidité relative, de l'absence de courant d'air, de la stabilité de la température et du niveau de rayonnement de tous les éléments, murs, parois, meubles, équipements, appareils de chauffage, etc., etc. Alors, voyons point par point ce que cela veut nous dire. Alors, l'humidité relative, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de chemin parcouru entre l'absence totale d'eau dans l'air, ce qui ne se produit jamais dans la nature, et le moment où, par excès de vapeur d'eau dans cet air ou un air à trop faible température, la vapeur d'eau se condense en eau liquide. Voilà ce que c'est l'humidité relative. Alors, on pourrait aller plus loin, mais je pense que c'est déjà pas mal comme définition. Et d'où vient l'eau qui pourrait être en excès dans l'air? Elle peut être issue de nos émissions propres, notre métabolisme, on respire, on transpire, mais c'est surtout de nos activités que ça vient. Donc une toilette tous les matins, douche, etc. On fait la cuisine, on fait la vaisselle, on fait la lessive, on lave le sol, tout ça, ça finit par redevenir sec, et donc cette eau qui était liquide et qui s'est évaporée, bah voilà, c'est lié à nos émissions. Et un individu adulte en France émet chaque jour, enfin transforme chaque jour environ 3 à 5 litres d'eau liquide en eau vapeur. Donc c'est énorme, sachant que ça s'apprécie en grammes par kilo d'air, qu'une cuillère à café d'eau, c'est environ 2 grammes d'eau, et que 1 kg d'air, c'est 0,7 mètres cubes, donc l'équivalent de 2 lave-linge, 2 sèche-linge, 2 lave-vaisselle, par exemple. Et donc, on a très vite des quantités importantes de vapeur d'eau dans l'air. Donc cette eau qui va s'évaporer peut être aussi issue de nos bâtis, les remontées capillaires. Alors là encore, j'ai un lien vers un article que j'ai écrit qui en traite. Et les apports extérieurs de cette eau qui va s'évaporer, liés à une fuite, par exemple, un toit qui fuit, c'est pas bien, ça peut arriver, et cette eau, elle s'évapore. Donc on la retrouve dans l'air de nos habitats, et elle pose problème. L'humidité relative, à quel niveau faudrait-il qu'elle soit pour qu'on se sente bien? Eh bien, le niveau moyen idéal, moyen, parce que chacun a son niveau de ressenti, mais pour qu'une humidité relative soit ressentie comme étant correcte, il faudrait qu'elle se situe entre 45 et 65. En dessous, on a la pépille, et en dessus, on est dans une atmosphère moite. Pour beaucoup, la valeur moyenne idéale est de l'ordre de 55% d'humidité relative. La stabilité de l'air maintenant. On parle ici des courants d'air internes. Ils sont souvent dus, en tout cas ils peuvent être dus à des défauts d'étanchéité avec l'extérieur. Ils peuvent aussi être générés par des différences de température qui provoquent des convections, et ça on va creuser encore un petit peu plus loin. On a ensuite la stabilité de la température qui peut être assurée par un apport d'inertie grâce aux matériaux de construction, un petit peu comme mon mur de pierre, mon mur massif derrière moi. On compense les pertes de calories par tout moyen propre à chauffer partout à l'identique, donc on va plutôt vers des chauffages par rayonnement, on va parler du rayonnement aussi un peu plus loin, plutôt que par exemple par convection, et on traite les fuites partout avec le même niveau de performance, sachant que si on isole une pièce et pas l'autre, il y en a une qui sera plus chaude que l'autre, et quand on se déplace de l'une dans l'autre, on ressent de l'inconfort. Voilà, c'est des notions générales. Le rayonnement, donc nous perdons 65% de nos calories par rayonnement. On est des animaux à sang chaud, et si on perd trop de nos calories, on se refroidit et on ressent de l'inconfort. Et pour compenser ces 65% de perte de calories par rayonnement, il faudrait les recapter, les compenser par le même canal, le rayonnement. Et ce sont les infrarouges qui nous importent. Alors, que dire du rayonnement? Plus un matériau est chaud, plus il rayonne. Plus un même matériau est dense, plus il capte des calories, c'est ce qu'on appelle la diffusivité. Donc,
s'il capte plus, hein, plus un matériau est dense, plus il capte, plus ce matériau sera chaud et plus il va rayonner. Certains matériaux à température identique rayonnent plus, c'est ce qu'on appelle l'effusivité. Par exemple, devant un mur en bois, à température égale de surface du mur, on aura un sentiment de confort plus grand que face à un mur en pierre de même niveau de température. Alors, diffusivité, effusivité, vous avez aussi un lien dans la description, dans le descriptif de la vidéo, qui vous emmène vers un article que j'ai écrit à ce sujet-là. Les bases qu'il faudrait retenir étant posées, hein, donc l'humidité relative, l'absence de courant d'air, la stabilité de la température, le rayonnement. Quels sont les critères de sélection d'un matériau apte à y répondre? Eh bien, en tout premier, pour la gestion de l'humidité relative, la première action, alors là c'est un peu une digression parce que je ne traite pas d'isolation mais d'autre chose qui est extrêmement important et je remets souvent le couvert sur ce sujet-là. La première action est de bien renouveler l'air intérieur. En effet, un habitat, c'est comme un corps humain. Ça renouvelle, ça vit d'échanges gazeux grâce à la ventilation. Nous on respire, aspiration, expiration, etc. Donc on ventile, on régénère notre corps avec nos poumons, mais on a aussi une respiration cutanée hein, qui est moins importante, mais qui est quand même réelle. Et l'habitat, lui, c'est le renouvellement d'air via tout système de ventilation qui est assuré, qui assure le maximum d'évacuation de la vapeur d'eau, des COV, CIOV, microparticules et autres. Hein. Alors autrefois elle était facile à assurer, maintenant elle l'est moins parce que nos maisons sont de plus en plus étanches. Hein. Et donc je préconise, pour ce qui me concerne, même si certains nous disent qu'en ventilation naturelle ça marche très bien, moi je suis quand même très sceptique. Je préconise des systèmes mécaniques, hein, ventilation mécanique contrôlée ou ventilation mécanique par insufflation. Alors la VMC, elle peut être simple flux, toute simple, hein, elle peut être simple flux hygro A ou hygro B. Et elle peut aussi être double flux, thermodynamique ou non, donc il y a pas mal de possibilités, elles ne sont pas toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Là encore, je vous ai mis des liens, je traite de ces sujets-là par ailleurs. Hein. Et la VMI, elle renouvelle l'air par insufflation, alors que les VMC, c'est par extraction. Et les deux assurent un renouvellement d'air tout à fait correct. Après, c'est la pertinence des systèmes que je mets en doute dans certains cas. Donc la gestion de l'humidité relative, venons-en, donc au cœur du sujet de l'isolation, le renouvellement d'air est aussi assuré par les parois. Alors pour ça, il faut favoriser des matériaux dits perspirants, et notamment et particulièrement pour l'évacuation de la vapeur d'eau en excès, hein, puisque les COV, CIOV, etc., ça ne relève pas de la perspirance. Hein, et donc c'est la capacité à laisser transiter la vapeur d'eau. Alors, je vous donne encore une autre piste. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Maison écologique, construire ou rénover », qui est édité chez Terre Vivante, et j'ai mis à la fin de cet ouvrage, qui traite de tout ce qu'on va parler là, hein, eh bien, à la fin de l'ouvrage, j'ai mis un tableau dans lequel je présente diverses valeurs très utiles et très importantes de divers matériaux. J'en ai mis une centaine environ, qui sont représentatifs de pas mal de familles. Et si vous achetez cet ouvrage, déjà, moi, je vais m'enrichir considérablement, puisque, il faut le savoir, hein, un ouvrage, ça va me rapporter environ 1,70 €. Hein, donc, c'est pas avec ça que je vais faire acheter une grosse dinde à Noël. Hein, mais néanmoins, j'espère que ça vous rendra service. C'est ça le but du jeu. Hein. Et donc, il faut également réguler ce transit via tout système ad hoc, en ayant une dégressivité de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut laisser entrer dans les parois uniquement ce qu'on est en capacité de gérer et d'évacuer vers l'extérieur. Il faut un rapport de 5 à 1. Alors, c'est également abordé dans l'ouvrage. Gestion de l'humidité relative, donc privilégier les matériaux à sorption et désorption. Alors, KESACO, l'absorption et la désorption, c'est la capacité qu'ont les matériaux à absorber de la vapeur d'eau sans perdre leur capacité en termes de lambda. On a également une réaction physique qui est importante vis-à-vis de l'eau. Est-ce qu'on est avec un matériau hydrophobe ou non? Et le fait d'être hydrophobe ou hydrophile dépend des atomes d'hydrogène contenus dans l'eau. Et donc, comment cela fonctionne?
Si les deux matériaux, donc l'eau et le matériau qui va lui être confronté, sont de même polarité, ces deux éléments vont se repousser, hein, un peu comme deux aimants qu'on présente pôle plus, bah, ils se repoussent. Hein. On dit du second élément donc qu'il est hydrophobe, hein, il repousse l'eau. Si les polarités du matériau et de l'eau sont opposées, alors ces deux éléments s'attirent. Hein, un pôle plus et un pôle moins de deux aimants différents s'attirent. Hein. On dit alors du second élément qu'il est hydrophile. Alors, on va aller un petit peu plus loin parce que au-delà de cette attirance ou cette faculté de se repousser du fait des polarités, il peut y avoir une accentuation ou une diminution de l'attirance par des polarités inverses. Hein. Si un matériau est lisse, il va s'opposer aux liaisons dues aux polarités. Et s'il est lisse, il ne s'oppose pas. Il ne s'oppose pas. J'ai de la langue qui est fourchée. S'il est lisse, il ne s'oppose pas aux liaisons dues à la polarité. Par contre, s'il est rugueux, il s'oppose à ces liaisons. Alors, je vous le donne en mille parce qu'on entend souvent dire que la laine de verre serait hydrophobe. Non, si elle l'était, on n'aurait pas de traces d'eau sur nos vitres quand il pleut. Hein. Donc il y a des traces d'eau, c'est donc bien que l'eau stagne. Si vous voulez avoir une idée de ce que ce pourrait être si elle était hydrophile, ben pour ceux qui ont autrefois cassé un thermomètre au mercure, voilà, le mercure, lui, il s'enfuit de tout. Hein. Il ne reste sur rien, la moindre pente, il s'en va. Hein. Eh bien, l'eau ferait pareil. Ben, c'est pas vrai, elle le fait pas. Pour que de l'eau coule sur une vitre, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de pente, et malgré tout, elle laisse des traces. Hein. Et donc, une laine de verre, par exemple, va être faite avec des paillettes qui vont être extrêmement lisses, beaucoup plus lisses que des fibres de laine de bois, et donc elles vont beaucoup plus faciliter la stagnation de l'eau dans l'isolant que dans de la laine de bois. Donc, vous voyez, on nous explique des choses qui ne sont pas justes. Alors, pourquoi nous explique-t-on ça? Parce qu'on nous entraîne vers une confusion entre imputrescibilité et hydrophilie. Une matière peut être imputrescible et hydrophile, par exemple le verre, bah, effectivement, il est hydrophile. Hein. Par contre, il est totalement imputrescible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en contact avec de l'eau, aucune bactérie ou moisissure ne va attaquer la matière, en l'occurrence le verre par exemple. On parle aussi de matériaux qui sont inertes face à l'eau, c'est la même notion. Mais vous voyez, ces deux notions que sont l'imputrescibilité et l'hydrophilie n'ont strictement rien à voir entre elles. Donc c'est un faux parallèle qu'on nous fait faire. Maintenant, la limitation des courants d'air. Du fait de défauts d'étanchéité, eh bien, il faut assurer une continuité de l'étanchéité de l'enveloppe. Alors ça peut être assuré par des matériaux en continu, par exemple le béton, qui n'est pas par ailleurs particulièrement mon copain, hein, le béton au ciment Portland, mais a une très bonne capacité, enfin il a plusieurs bonnes capacités, entre autres beaucoup d'inertie du fait d'énormément de densité, hein, et d'autre part il assure une parfaite continuité dans l'étanchéité au vent. Hein. Si on a des matériaux empilés ou posés les uns contre les autres, on ne va pas avoir la même étanchéité, donc on va devoir compenser par tout système ad hoc. Et entre autres, le plus souvent, on le fait avec des pare-vapeurs, hein, des pare-vapeurs membranes. Et on arrive à assurer une très bonne étanchéité. Limitation des courants d'air du fait de températures variables. Eh bien, la mise en place de convection se fait entre des éléments froids et les appareils de chauffage. Donc, si on évite que les éléments soient froids, et on voit toute la valeur que va avoir un matériau à forte effusivité, et les appareils de chauffage, on aura d'autant moins de courant d'air entre les deux, et également entre des parties chaudes et des parties froides, c'est ce que je vous disais préalablement. Il ne faut pas isoler une pièce et pas l'autre, par exemple, hein, ou un mur et pas l'autre. Hein. Il faut tout traiter correctement. Le rayonnement, il est souvent dû à des défauts d'effusivité et de diffusivité, je vous renvoie vers mon ouvrage, hein. Et il faut donc se méfier des matériaux dépourvus de ces capacités-là, et il faut privilégier des parements de surface qui soient à très bonne effusivité. J'ai un lien aussi, je vous ai mis un lien vers un autre article que j'ai commis en d'autres lieux, et qui pourra vous être utile. Donc, les qualités requises pour les matériaux que nous nommons les isolants. Ce qui favorise une humidité relative confortable, ce sont les matériaux ouverts à la migration de la vapeur d'eau, donc valeur SD élevée, tout ça vous l'avez dans le tableau, dont je vous ai déjà longuement parlé.
Les matériaux à forte capacité hygroscopique, alors pour vous donner des pistes, hein, on a principalement tous les matériaux d'origine végétale, par exemple. Et puis on a quelques matériaux d'origine minérale qui sont plus favorables à ça que d'autres. Par exemple, le ciment Portland est beaucoup plus fermé à la transmission, au déplacement de l'eau hein, dans la structure que la chaux. Hein. Ça commence à se savoir et c'est important de le prendre en compte. Alors si on n'a pas pris en compte tous ces critères-là, eh bien on n'a pas le choix. Pour éviter d'avoir une humidité relative inconfortable, trop élevée, ben, on augmente la température de l'air ambiant pour ce qui de facto fait baisser l'humidité relative. Mais par contre ça coûte cher, ça consomme de l'énergie, enfin je ne veux pas vous refaire le laïus, vous l'avez déjà eu. Hein. Ce qui favorise l'absence de courant d'air. Les matériaux en vrac plutôt qu'en panneaux ou rouleaux, bah, tout simplement parce qu'on peut avoir un meilleur taux de remplissage, à la condition que l'opérateur maîtrise son sujet. Hein. Les matériaux à découpe aisée vont plus facilement permettre de leur donner une forme favorable à suivre la géométrie du volume dans lequel on veut les mettre. Hein. On va mieux ajuster. Et les matériaux souples, quant à eux, ben, on les comprime avant de les mettre en place, on les glisse dans l'espace qui leur est dévolu, on lâche et hop, tout naturellement, ils s'expansent. Et à nouveau, ils reprennent leur dimension d'origine et donc ils vont se plaquer contre les parois qui sont adjacentes, assurant ainsi une bonne continuité. Ce qui favorise la stabilité de la température, les matériaux à chaleur spécifique élevée. Alors là, je vais faire un petit aparté. La chaleur spécifique, c'est la capacité qu'a un matériau à accumuler de l'énergie, ou, dit autrement, c'est d'ailleurs la vraie formule, c'est le nombre de joules nécessaires pour faire gagner 1 degré Kelvin, donc 1 Kelvin à 1 kg de matière. Eh bien, il y a des idées préconçues là encore. Hein. Pour que 1 kg de verre, de béton, de granit monte de 1 Kelvin, il faut 850 joules environ. Pour que 1 kg de bois gagne ce même Kelvin, il faut 2000 joules. Donc vous voyez, il faut beaucoup plus de joules pour faire monter de 1 Kelvin des matériaux d'origine végétale. Hein, ce qui va leur donner un avantage considérable en stockage de calories à densité identique, hein, bien évidemment, et qui va permettre, par exemple, l'été, de bénéficier d'un bon déphasage, l'hiver d'une bonne diffusivité. Alors le déphasage, c'est pareil, hein, je vous ai mis un lien vers une vidéo que j'ai produite et qui en traite. Alors, je viens de faire une fausse manœuvre, ça n'est pas grave, on va rectifier, voilà, c'est fait. Ce qui favorise un bon niveau de rayonnement, c'est un niveau d'effusivité favorable, je vous renvoie vers mon livre. Les matériaux à forte inertie combinés à une forte densité. Puisque l'inertie est liée à la chaleur spécifique, et plus on densifie, plus on aura de kilos dans un même mètre cube. Et plus on a de kilos d'un matériau, plus ce mètre cube va être en capacité d'accumuler de l'énergie. Hein. C'est bête comme chou, cette histoire, mais c'est comme ça. Et donc ça favorise la montée globale en température de la paroi, hein, ces deux éléments-là. Cette montée globale de la température de la paroi va favoriser une température de surface plus élevée, donc une effusivité favorable. Hein. Vous voyez les petites causes et les grands effets. Hein. Alors on vient de parler des critères liés à l'isolation, maintenant les critères généraux qui sont applicables à tous les éléments de construction. L'origine des matériaux, renouvelables ou non renouvelables, hein, c'est pas forcément la même chose. Hein. Le non renouvelable, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Le renouvelable, si on a été sage, qu'on n'a pas épuisé la réserve, style le bois sur l'île de Pâques, mais on n'est pas obligé d'avoir des comportements inconséquents, hein, eh bien on va avoir un renouvellement du stock on va avoir un renouvellement du stock au fil des ans. Hein. La durabilité des matériaux également est importante, puisque plus ils sont durables, moins on va devoir les changer, moins on doit les changer, moins on consomme de ressources, et ces ressources-là seront probablement très utiles pour les générations futures, et puis aussi pour les travaux qu'on voudra faire plus tard. Leur sécurité, parce que on n'a pas envie d'être exposé à des risques sanitaires, par exemple, dans nos maisons. Hein, et on sait que si on gère mal l'humidité relative, on a des risques de condensation. Qui dit condensation dit auréole, auréole moisissure, moisissure sport, sport allergie, égale maladie des voies aériennes, etc. etc. Donc il faut faire attention à tous ces éléments-là. Hein. Leur recyclabilité, puisqu'ils ne sont pas éternels, donc qu'en fera-t-on plus tard? Est-ce qu'on va les enfouir? Est-ce qu'on va les réutiliser? Est-ce qu'on va faire du surcyclage, c'est-à-dire les valoriser encore mieux? Hein?
la stabilité de leur performance. On a vu que le lambda, par exemple, ne l'est pas. Hein. C'est quand même dommage que ce que l'on a fait l'étalon de la qualification d'un matériau ne soit pas stable. Hein. C'est quand même un peu un paradoxe. Hein. Et pour le climat, c'est très 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 important, les émissions de CO2. Alors, il faut faire une différence entre le CO2 qui est issu d'un cycle court. Hein, vous prenez du bois, vous l'avez abattu, vous le brûlez, vous relâchez le CO2 qu'il avait stocké. Sauf qu'un autre bois va pousser et restocker le CO2 que vous venez de relâcher. Donc là, on est sur un cycle vertueux, on dirait. Alors que si vous brûlez, hein, on va rester dans le même exemple de combustion, vous brûlez une ressource fossile, du pétrole, du gaz, du charbon, qui lui est issu d'un stockage, pardon, j'ai oublié celui-là, d'un stockage de carbone qui remonte donc au carbonifère, c'est-à-dire à moins 300, moins 360 millions d'années environ, hein, eh bien là, on va relâcher, là, maintenant, quelque chose qui a été stocké il y a un temps infini et qui va mettre le même temps si on reprend le même cycle pour le restocker. Donc là, directement, on sort de la vertu. Hein. Donc vous voyez, il faut faire attention et privilégier les matériaux issus de renouvelables. Alors, si on n'a pas fait les bons choix, qu'on n'a pas suivi ou tenu compte de tous les critères que je viens de dérouler, eh bien, on n'a pas le choix. Pour le coup, hein, il faut isoler. Et voilà, nous dirons ceux qui prônent l'isolation. Pourquoi chercher midi à 14 h, puisque ça permet de tout résoudre? Non, ça ne permet pas de tout résoudre. C'est un emplâtre sur une jambe de bois, puisqu'on n'aura pas, grâce à lui, atteint le maximum des objectifs du béotien, qui sont de tendre vers le confort. Alors, voilà ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Elle a été rendue possible grâce au partenariat de deux partenaires hein, qui en ont assuré en partie le financement. Hein. En tout premier, Planète Énergie, qui est une entreprise artisanale qui se situe dans le 77, qui maintenant couvre toute la région parisienne et qui va de l'analyse des besoins d'un habitat en vue de son amélioration énergétique à la prescription des travaux, voire à la réalisation des travaux, et qui assure aussi la recherche des financements. Hein. Donc, si vous êtes dans leur zone de chalandise, bah, appelez-les, parce que vraiment, ce sont des gens qui sont compétents. Hein. Et le deuxième partenaire, c'est un fabricant d'isolant, Gramiterm, qui fait un isolant à partir d'herbe. Cette herbe est séchée, hein. Elle est collectée sur les aéroports, bords d'autoroutes, etc., etc. Et donc, elle n'est absolument pas en concurrence avec l'agriculture. Hein. On sait que l'herbe, donc pour pousser à stocker du carbone, et ben, si au lieu de la laisser pourrir sur place, on en fait un matériau isolant, aussi longtemps que ce matériau existera, ce carbone aura été piégé. Hein. Elle a, au-delà de ces excellentes capacités de piégeage de carbone, de très bonnes performances. Elle a un lambda tout à fait correct. Elle a, comme tous les matériaux d'origine végétale, un très bon déphasage. Elle a une bonne effusivité, une bonne diffusivité. Elle est très perspirante. Donc, alors cet isolant est disponible en panneaux de diverses épaisseurs. Et si vous avez besoin d'isoler avec des panneaux, eh bien, vous pouvez faire appel à eux. Donc, pour l'un comme pour l'autre, Planète Énergie comme pour Gramiterm, je vous ai mis les liens dans ma vidéo, dans mon descriptif, pardon. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire, ben voilà, je crois que j'en ai fait le tour, mais j'ai encore une autre chose à vous dire, c'est que pour ceux qui voudraient disposer plutôt d'une version très courte pour retourner voir, ben, il y a une version courte, hein, 3 minutes, et pour ceux qui sont plus adeptes de la lecture, un résumé a été fait de cette conférence et vous le trouverez sur mon blog dont je vous mets également le lien hein, et donc ça vous permettra ainsi, si vous voulez y revenir, de voir, soit revoir cette vidéo, soit la voir en version écrite. Voilà, je vous remercie d'être venu jusque-là et si vous avez aimé, faites-le savoir et sinon, une prochaine aventure. Merci, au revoir.